l'éducation nutritionnelle. On sait tous que bien manger, c'est adopter une alimentation variée et équilibrée. Mais par contre, une alimentation déséquilibrée est susceptible d'entraîner de nombreuses pathologies. Dans cette vidéo, on va savoir le rôle des aliments dans l'organisme, les conséquences d'une sous-alimentation et que signifie une alimentation équilibrée pour un corps humain. L'alimentation fournit tous les aliments simples dont l'homme a besoin pour sa croissance, son activité et pour la protection de sa santé. Tout d'abord, on va savoir quel est le rôle des aliments simples dans l'organisme. Commençons par les protides, qui jouent un rôle structural et participent au renouvellement des tissus musculaires, des faits nerfs comme les cheveux, les ongles, les poils, de la matrice osseuse, de la peau, etc. Elles participent également à de nombreux processus physiologiques sous la forme d'enzymes digestifs, d'hémoglobine, d'hormones et d'anticorps. Donc, les protides ont un rôle de construction et de réparation de notre organisme. Ce sont donc des aliments bâtisseurs. Les vitamines. On distingue différentes sortes de vitamines, chacune ayant des fonctions bien précises. Il y a la vitamine qui est indispensable pour une peau et des muqueuses saines, une autre qui est essentielle dans la formation des globules rouges et la division des cellules. Il y a la vitamine qui améliore la vision, une autre qui permet la prévention de l'ostéoporose ou la protection du système nerveux et des cellules cardiaques, ou bien le développement des cellules du corps et du système immunitaire. Les vitamines sont des substances organiques dont le corps humain a besoin pour le bon fonctionnement de l'organisme. Ce sont donc des aliments fonctionnels, on dit aussi des aliments protecteurs, puisqu'ils aident à se maintenir en bonne santé et à se protéger des infections. Le corps humain est essentiellement constitué d'eau, qui représente 60 à 70% de la masse corporelle d'un adulte. Donc l'eau constitue plus de la moitié des composants constituant notre corps. La majeure partie de l'eau se trouve dans nos cellules avec une répartition très inégale. Par exemple, les muscles contiennent 75% d'eau, les poumons 90%, le cerveau 70%, le sang 82%, le squelette 22% et la peau 80% d'eau. Si l'eau représente une part si importante de notre corps, c'est pour assurer le bon fonctionnement de nos organes. Le rôle principal de l'eau est d'hydrater tous les tissus de l'organisme. L'eau va également servir de milieu principal de transport des nutriments, des déchets métaboliques ou encore des gaz respiratoires. Grâce à la sudation, l'eau va permettre de réguler la température corporelle et pourra également aider à faire diminuer la fièvre en cas de maladie. L'eau est le constituant principal du liquide céphalorachidien qui protège le cerveau contre les chocs. Donc, l'eau est à la fois un aliment bâtisseur et fonctionnel, puisqu'elle est indispensable pour la construction de l'organisme tout en assurant son bon fonctionnement. Il existe de nombreux sels minéraux, comme le calcium, le cuivre, le fer, le potassium, le magnésium, le sodium, le phosphore et le zinc. Ils sont tous indispensables, mais ils remplissent des fonctions très différentes. Soutiennent les fonctions hépatiques, cardiaques, musculaires et nerveuses, contribuent à une bonne croissance et développement pendant la grossesse et chez les enfants et adolescents, permettent la construction des os, des articulations, du cartilage et des dents, permettent aussi l'élasticité du tissu et la synthèse de l'hémoglobine essentielle transport d'oxygène dans tout le corps, la prévention des maladies digestives, participent au bon fonctionnement du système immunitaire.
Les sels minéraux présents dans notre alimentation journalière participent au bon fonctionnement de l'organisme, sans oublier qu'ils sont indispensables pour la construction de l'organisme. Ce sont donc des aliments bâtisseurs et fonctionnels. Pour les lipides et les glucides, ces deux types d'aliments simples apportent de l'énergie pour le fonctionnement et les activités du corps. Ce sont donc des aliments énergétiques. Résumons ce qu'on vient de dire. On peut classifier les aliments simples selon leur fonction en aliments fonctionnels ou protecteurs de la santé qui sont riches en vitamines, sels minéraux et l'eau. Ces aliments donnent au corps les nutriments spécifiques qui aident à se maintenir en bonne santé et à se protéger des infections. Il y a aussi les aliments énergétiques qui sont riches en glucides et lipides. Ils apportent au corps l'énergie nécessaire pour assurer toutes ses fonctions et ses activités. Et enfin, les aliments bâtisseurs. Ce sont les aliments de croissance ou constructeurs riches en protéines, sels minéraux et l'eau. Ces aliments donnent au corps les substances indispensables à sa croissance, à son développement et à son entretien. Les aliments qui constituent l'alimentation de l'homme peuvent être classés en plusieurs groupes. Les œufs, viandes et poissons, ce sont les aliments riches en protéines animales. Les produits laitiers qui apportent principalement du calcium et des protéines, ce sont les aliments bâtisseurs. Les fruits et légumes riches en vitamines et sels minéraux représentent les aliments fonctionnels qui sont protecteurs et nécessaires au bon fonctionnement de notre organisme. Les produits sucrés riches en glucides et les matières grasses riches en lipides, ce sont les aliments énergétiques qui fournissent de l'énergie pour les cellules de l'organisme. Sans oublier l'eau, l'aliment vital, elle appartient au groupe des boissons comme le thé et les jus. La pyramide alimentaire représente de manière visuelle les quantités idéales des différents groupes alimentaires pour arriver à une alimentation parfaitement équilibrée. À la base de la pyramide, on trouve les aliments qui doivent être consommés de manière majoritaire et plus on se rapproche du sommet, plus la consommation des aliments représentés doit être modérée. Le socle est constitué des boissons, l'eau et les boissons non sucrées telles que le thé, le café, les tisanes et les infusions. Ces boissons doivent être consommées à hauteur d'1,5 litre à 2 litres d'eau par jour. Le premier niveau de la pyramide concerne les féculents et il est recommandé de consommer une portion de féculents à chaque repas. Le deuxième niveau de la pyramide alimentaire est représenté par la famille des fruits et légumes. Ce sont les aliments à privilégier au quotidien et qui doivent être consommés en plus grande quantité. Après, on trouve les aliments qui sont sources de protéines, lait, produits laitiers, la viande, les poissons, les œufs. Après, il y a les matières grasses comme le beurre, l'huile, les amandes, le noix, les olives. Il est recommandé de varier les sources et donc consommer de manière modérée. Pour finir, la pyramide alimentaire est dotée d'un sommet qui représente les aliments qui sont autorisés mais qui doivent être consommés en petite quantité. Il s'agit des produits sucrés.
Toute alimentation non équilibrée est à l'origine de l'apparition de maladies nutritionnelles appelées carences alimentaires. Quelles sont les principales carences alimentaires et quelles sont leurs conséquences sur la santé? Parmi les carences les plus rencontrées, on trouve le rachitisme, qui est une maladie de la croissance et de l'ossification observée chez le nourrisson et le jeune enfant et qui se manifeste par des déformations osseuses, sont plus visibles à l'âge de la marche dû au manque de rigidité des os. Les membres inférieurs sont incurvés avec des jambes en arc de cercle, un retard de croissance et un retard des acquisitions posturales et de la marche, l'apparition de bourrelets au niveau des poignets et des chevilles, un retard d'éruption dentaire avec une fragilité des dents et des caries précoces. Le rachitisme est en règle générale provoqué par une carence en vitamine D, qui entraîne à son tour une carence en calcium. Une exposition insuffisante de la peau au soleil peut être à l'origine d'une carence en vitamine D. Une mauvaise absorption des nutriments dans l'appareil digestif peut cependant aussi engendrer une carence en calcium et en vitamine D. Afin de prévenir cette pathologie, une exposition suffisante au soleil est un moyen d'assurer la production de vitamine D, qui doit être associée à un apport suffisant en vitamine D et en calcium. Il est donc important d'avoir une alimentation qui nous apporte suffisamment de vitamine D, comme les œufs, le beurre, les poissons comme les saumons et les sardines. Sans oublier tout aliment qui nous fournit du calcium, essentiellement les produits laitiers, les amandes, les épinards et les haricots. Le kwashiorkor est un type grave de malnutrition dont sont victimes les jeunes enfants. Cette maladie se distingue par un ballonnement abdominal s'accompagnant d'une augmentation de volume du foie, une fonte des muscles, surtout les bras et les jambes, des œdèmes en membres inférieurs, des lésions cutanées. Et la cause principale du kwashiorkor, c'est le régime alimentaire qui est pauvre en protéines, surtout d'origine animale. Pour éviter le kwashiorkor, il faut consommer les aliments riches en protéines, qui représentent les aliments bâtisseurs, comme la viande, les poissons, les œufs, le lait, les produits laitiers. Le goitre est une augmentation de volume de la glande thyroïde, glande située à la base du cou et constituée de 2 lobes. À l'état normal, la thyroïde pèse de 20 à 30 grammes. La thyroïde fabrique les hormones thyroïdiennes indispensables au bon fonctionnement de l'organisme. Sous l'influence de divers facteurs, elle peut augmenter de volume et former un goitre qui est un gonflement perceptible et visible à l'œil nu de la glande thyroïde, qui s'accompagne des symptômes qui sont causés par une sécrétion accrue ou minimisée des hormones thyroïdiennes. Les yeux protubérants, qui sont gonflés et semblent sortir de l'orbite. D'autres signes de cette maladie, c'est la perte de poids, l'accélération du rythme cardiaque, la difficulté à avaler les aliments et à exprimer certains sons, la modification de la voix, gêne respiratoire et constipation. Certaines personnes, en raison de leur alimentation, ont une carence en iode, ce qui exige un effort supplémentaire de la part de leur glande thyroïde pour produire ces hormones. Une légère modification des habitudes alimentaires suffit souvent à prévenir le goitre. L'iode est nécessaire à la production des hormones thyroïdiennes. La consommation de sel de table iodé, fruits de mer, lait, produits laitiers, les algues, les œufs, peut alors prévenir le goitre. Une autre carence alimentaire, le scorbut. Ces symptômes sont variés. Un déchaussement des dents,
une altération des gencives, une faible résistance aux infections, des douleurs des os et des articulations, des hémorragies, une fatigabilité importante et des œdèmes. Et c'est le manque d'apport en vitamine C qui peut causer le scorbut. Pour prévenir le scorbut, il suffit de consommer quotidiennement de la vitamine C. La consommation de 5 fruits et légumes par jour suffit à couvrir l'apport en vitamine C. On parle de carence nutritionnelle ou bien carence alimentaire lorsque certains nutriments sont insuffisants ou absents de l'alimentation, ou bien ils sont mal absorbés ou mal assimilés. Vous avez ici les aliments consommés par un adolescent durant 24 heures. Quand vous constatez, on a la quantité exacte de chaque aliment consommé. Ce qu'il faut savoir maintenant, est-ce que cette nourriture répond-elle aux besoins nutritionnels de l'adolescent? Pour répondre à cette question, le tableau suivant donne les apports en aliments simples qui composent les aliments qu'il a consommés toute la journée, c'est-à-dire durant 24 heures. Si on compare les apports avec les besoins quotidiens, pour les glucides, cet adolescent a consommé 423 grammes et ses besoins quotidiens en glucides varient entre 330 grammes et 410 grammes. On remarque qu'il a consommé plus que ses besoins. On note un excès pour le glucide. Les lipides, il a consommé 38 grammes, mais ses besoins varient entre 80 grammes et 100 grammes. Donc, on remarque une carence pour les lipides. Pour les protides, 101 grammes, d'après ses besoins entre 90 grammes et 110 grammes. Donc, cette quantité est suffisante. Pour le calcium, on remarque une carence, excès en phosphore, le fer est suffisant, excès en vitamine C, B et A, carence en vitamine D et en eau. Donc, d'après ce tableau, on a remarqué une diminution de l'apport en lipides, calcium, vitamine D et eau, et un excès de quantité de glucides, de phosphore et de vitamines A, B et C. Donc, cette nourriture ne répond pas aux besoins nutritionnels de l'adolescent. On remarque que la nourriture consommée par cet adolescent, malgré sa variété, est insuffisante en quantité et elle est déséquilibrée. Maintenant, on va calculer l'apport énergétique de ces aliments consommés par l'adolescent, sachant que 1 g de glucides et 1 g de protides fournit chacun d'eux 17 kJ, qui est égal à 4 kcal, et 1 g de lipides fournit 38 kJ ou 9 kcal d'énergie. Tout d'abord, on calcule la valeur énergétique fournie par 423 g de glucides, qui est la quantité consommée par l'adolescent, soit 1 g de glucides fournit 17 kJ. Donc, pour calculer l'énergie fournie par 423 grammes, grâce à la règle de 3, on a 17 kJ fois 423 divisé par 1 et la valeur obtenue c'est 7191 qui est exprimée en kJ. De la même façon, on peut calculer la valeur énergétique fournie par 101 g de protides. 1 g de protides fournit 17 kJ. Donc, pour 101 g de protides, on a 17 kJ fois 101 divisé par 1 est égal à 1717 kJ. Et la valeur énergétique apportée par 38 g de lipides, puisqu'on a 1 g de lipides fournit 38 kJ, donc 38 g de lipides fournit 1444 kJ.
Donc, les apports énergétiques chez cet adolescent est la somme des valeurs énergétiques fournies par les glucides, protides et lipides. Donc, 7191 kJ plus 1717 kJ plus 1444 kJ, soit 10 352 kJ. Sachant que les besoins énergétiques quotidiens de l'adolescent est égal à 12 500 kJ. Si on fait la comparaison entre les besoins énergétiques et la valeur énergétique totale libérée, on constate que 10 352 kJ est inférieur à 12 500 kJ. Donc la quantité d'énergie libérée n'est pas suffisante car il est inférieur aux besoins quotidiens d'un adolescent. On parle de ration alimentaire qui correspond à la quantité d'aliments nécessaires pour couvrir les besoins quotidiens d'un individu en matière et en énergie. Elle doit être quantitativement suffisante pour répondre aux dépenses énergétiques quotidiennes du sujet et qualitativement équilibrée afin d'assurer les rapports optimaux en nutriments. Pour savoir les facteurs qui influencent les besoins énergétiques et font varier la ration alimentaire, on a devant nous des données qui nous montrent la variation des dépenses énergétiques selon la nature de l'activité physique. On peut voir que plus l'activité est importante, plus la dépense énergétique l'est aussi. La marche étant une activité physique modérée, la dépense sera moins importante que pour des activités plus intenses comme la natation ou le football. En plus, on remarque que l'activité physique entraîne une dépense énergétique plus importante que l'activité intellectuelle. Donc, les dépenses énergétiques d'une personne varient en fonction de son activité. Les dépenses énergétiques varient également en fonction de l'âge. On remarque qu'une personne âgée a des besoins énergétiques inférieurs à ceux d'un adolescent. Et si on fait la comparaison entre les deux sexes, on remarque que les hommes ont besoin plus d'énergie puisqu'ils ont une masse musculaire plus importante que les femmes. Donc les dépenses énergétiques varient selon le sexe. Une femme adulte a besoin en moyenne de 8400 kJ par jour, tandis qu'une femme enceinte a besoin d'un supplément de 2000 kJ par jour et une femme allaitante d'un supplément de 3000 kJ par jour. Donc, les dépenses énergétiques varient aussi selon l'état physiologique de l'individu. La température extérieure et les conditions climatiques influent également les dépenses énergétiques.